Ce navire est le dernier croiseur conventionnel mis en service, encore à flot aujourd'hui. Le dernier vestige d'un monde révolu, l'ombre de la vision d'un homme dont l'ambition navale était tout simplement beaucoup trop grande. Une vision en décalage complet avec la réalité, ce croiseur étant lancé à une époque où les navires troquaient leurs canons principaux contre toute une batterie de missiles. Amis fans de grands navires ou simples curieux, je vous présente le Mikhail Kutuzov. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous appréciez mon contenu. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans votre soutien, j'ai également créé une page Tipeee sur laquelle vous pouvez faire un petit don. Et je vous souhaite maintenant un bon visionnage. On peut retracer les origines du Kutuzov bien avant sa construction, longtemps même avant la création de la classe à laquelle il appartient, la classe Sverdlov, aussi connue sous le nom de Projet 68 bis. Le projet en lui-même naquit en 1947, mais en réalité, la base de ce navire remonte à bien plus tôt. En effet, en 1939, les navires de la classe Chapayev commencèrent à être construits, des croiseurs légers symbolisant le renouveau de la marine soviétique. Ces navires devaient être équipés de 12 canons de 152 mm, un armement certes conventionnel pour ce type de navire, mais exceptionnel par rapport à ce que la marine soviétique avait pu faire jusqu'alors. Le navire devait être aussi suffisamment rapide et bien blindé pour rivaliser avec ses concurrents potentiels. Ces croiseurs étaient en quelque sorte une version améliorée des navires de classe Kirov apparus un peu plus tôt, qui n'étaient pas sans défaut. Malheureusement, la construction de ces navires fut interrompue par la guerre et ne reprit que bien plus tard, avec la mise en service du premier navire de la classe en 1950. C'est justement cette base qui servira pour la future classe Sverdlov. Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le Sovetski Soyouz, Staline avait des plans très ambitieux pour sa marine. Il voulait qu'elle soit de taille équivalente à l'US Navy. Pour cela, il fallait donc construire des navires. Beaucoup de navires. C'est là que le Chapayev entre en jeu, car Staline souhaitait disposer de cette flotte le plus rapidement possible. Il ne pouvait donc pas se permettre de passer trop de temps dans la phase de conception, qui peut prendre plusieurs années. Il fut donc décidé d'utiliser l'ancien modèle de croiseur, certes modernisé, mais dont le design datait de 1939. La phase de conception du projet 68 bis, le Sverdlov, fut finalisée dès 1947. Staline prévoyait d'avoir 30 de ces navires sur 50 différents croiseurs, en réponse à l'impressionnante flotte de croiseurs américains. Pour gagner du temps et du poids, il fut décidé de construire les coques en un seul bloc, contrairement à la méthode habituelle où les plaques de blindage les plus épaisses étaient rivetées. Ce processus est évidemment plus simple sur un croiseur que sur un cuirassé. De plus, les soviétiques firent appel à de nombreux ingénieurs allemands réquisitionnés après la guerre, qui maîtrisaient bien mieux la construction navale que leurs homologues russes, contribuant ainsi à la rapidité de construction de ces navires. Bien que ces atouts aient permis à la Russie de progresser rapidement dans le domaine naval, le plan de Staline reposait sur la construction de navires dont l'obsolescence devenait de plus en plus évidente. Et cela ne concernait pas seulement les croiseurs, mais aussi tous les navires équipés de canons comme batterie principale. Les porte-avions ayant déjà largement diminué le rôle de ces derniers, tandis que les missiles commençaient à faire leur apparition. Malheureusement pour la marine soviétique, qui comptait d'ailleurs de brillants officiers comme Nikolai Kuznetsov, célèbre pour son rôle dans l'opération Barbarossa contre l'Allemagne nazie et ses prises de position en matière navale, la vision de Staline était inébranlable. Il voulait à tout prix sa flotte de cuirassés et de croiseurs, et les porte-avions n'avaient pas une place prioritaire dans sa vision. Quoi qu'il en soit, la classe Sverdlov, bien que similaire à la classe Chapayev, restait une nette amélioration. Elle était déjà beaucoup plus grande et plus lourde, mieux blindée et plus rapide, mais aussi plus spacieuse, ce qui n'est pas négligeable. Le navire était également équipé d'une batterie de radars, les rendant assez reconnaissables d'ailleurs. Il disposait aussi de meilleures défenses antiaériennes. Pour comparer avec ses adversaires, ses canons principaux avaient une portée de 30 km et tiraient des obus de 50 kg, avec une cadence de tir allant de 6,5 à 7,5 coups par minute. Ces statistiques sont plutôt honorables pour un navire conçu pendant la Seconde Guerre mondiale, si ce n'est en termes de portée supérieure à ses rivaux. La classe Sverdlov se situait dans la moyenne en matière d'armement par rapport aux navires américains et supérieure aux navires anglais. Mais ça, c'est en prenant en compte l'ancienne génération de navires. Par exemple, le croiseur américain USS Dem One
Dernière classe de croiseurs lourds lancée en 1947, était équipée de canons de 203 mm tirant des obus de 150 kg, les fameux obus super lourds américains avec une portée de 27 km et une cadence de tir de 10 coups par minute. Et je le rappelle, c'était un croiseur lourd. Et la performance de ces obus était presque lunaire pour l'époque. Le blindage, quant à lui, était équivalent à celui de la classe Cleveland, les rivaux visés par le projet 68 bis, arrivé presque 10 ans plus tôt. Au final, les navires de classe Sverdlov devaient peser 13 600 tonnes et jusqu'à 16 640 en conditions de combat, mesurer 210 mètres de long et être capables d'atteindre 32,5 nœuds. Leur rayon d'action était de 17 000 km à 18 nœuds. Sur le papier, ces navires étaient effectivement équivalents aux croiseurs anglais et américains, voire supérieurs à certains abords. Mais lorsqu'on compare la classe Sverdlov avec les navires qui devaient être leurs successeurs comme le Minotaur, le Wusta ou encore le croiseur lourd des Moines, on se rend vite compte du retard soviétique en matière de conception navale. Un retard qui aurait pu être rattrapé s'ils s'étaient concentrés sur des navires plus pertinents à l'époque, sachant que les Américains estimaient déjà que l'artillerie principale n'avait plus beaucoup d'années devant elle. Mais en grand nombre, cette classe aurait pu poser des problèmes aux convois en cas de guerre, notamment face aux Anglais et Hollandais qui ne disposaient pas d'un nombre suffisant de porte-avions. Nous verrons dans quelques instants qu'il fut finalement décidé de ne pas en construire autant que prévu, rendant ainsi leur utilité encore plus discutable. Le Sverdlov fut nommé en hommage à Yakov Sverdlov, un membre influent du parti bolchevique, important durant la Révolution qui devint par la suite l'un des dirigeants de l'Union soviétique. Beaucoup pensent que c'est lui qui a orchestré l'assassinat du tsar Nicolas II. Il mourut en 1919, des suites de la grippe espagnole. La construction du premier navire de la classe commença à la fin du mois d'octobre 1949 et il fut mis en service le 15 mai 1952. Le premier d'une série qui deviendra la plus longue parmi les navires conventionnels post-Seconde Guerre mondiale, et pourtant inférieur en nombre à ce qui était prévu. En effet, en octobre de la même année, un séisme politique absolu se produisit en URSS. La mort de Joseph Staline. Comme vous pouvez vous en douter, cela changea énormément de choses dans le pays, mais surtout dans sa marine, qui fut enfin libérée de l'influence d'un homme ayant une vision dépassée de la guerre navale. Malgré cela, une bonne partie des navires de la classe fut tout de même complétée car beaucoup dans la marine pensaient que la technologie des missiles mettrait encore beaucoup de temps à se développer et qu'il fallait disposer d'une flotte de navires conventionnels, au moins jusqu'à ce que les Américains mettent au rebut les leurs. Bien que j'ai été critique à l'égard de la construction d'une telle classe en si grand nombre après la guerre, le choix d'en construire plus d'une dizaine reste en partie pertinent. Il ne faut pas oublier que à cette période, la marine soviétique était loin d'être aussi grande qu'elle aurait dû l'être pour un pays censé être la deuxième puissance mondiale. En l'état, elle n'était même pas capable de protéger la mer Baltique. C'est sans doute cette raison qui persuada l'amirauté de construire une vingtaine de ces croiseurs, un chiffre qui sera réduit à 14 un peu plus tard. Bien, nous pouvons enfin parler du navire faisant l'objet de cette vidéo, le croiseur Mikhail Kutuzov. Sa construction débuta en février 1951 et il fut officiellement mis en service le 9 août 1954. Son nom vient du prince de Smolensk, Mikhail Yarionovitch Golenichev Kutuzov, pardonnez l'accent, général des armées de Russie sous le règne du tsar Alexandre Ier. C'est lui qui commandait lors de la bataille d'Austerlitz et il fut également responsable de la politique de terre brûlée durant la campagne de Russie menée par Napoléon qui força l'empereur à battre en retraite. Il mourut d'une septicémie en avril 1813 alors qu'il venait de prendre le commandement de la 6ème coalition. Le navire éponyme dont nous parlons ici commença véritablement sa carrière après ses exercices en janvier 1955, en intégrant la flotte de la mer Noire. Son champ d'action devait évidemment être la mer Noire, mais aussi la Méditerranée et une partie de l'Atlantique. Cependant, comme pour le Jean Bart ou encore le HMS Vanguard, le Kutuzov aura eu une carrière beaucoup plus politique. En effet, il participa à de nombreux meetings et voyages, et marqua tout de même un peu l'histoire en mai 1955. À cette période décolleront pour la première fois depuis un navire des hélicoptères. La même année, en octobre, le cuirassé Novorossiysk, anciennement Giulio Cesare, fut victime d'une terrible explosion et des hommes du Kutuzov furent envoyés pour aider le cuirassé. 27 des 35 hommes assignés périrent dans cette mission.
Entre 1957 et 1967, le navire effectua de nombreux voyages. Le plus long eut lieu à l'été 1957 lorsqu'il célébrera la fête annuelle de la marine, partant de Sébastopol pour rejoindre Leningrad avant de revenir à Sébastopol. À cette occasion, le croiseur parcourut plus de 7200 km. En 1967, le navire participa techniquement au conflit israélo-arabe. Il ne prit pas part au combat, mais joua un rôle de dissuasion alors qu'il était ancré à Alexandrie. Une attaque contre lui, signifiant évidemment une attaque contre l'URSS. Rebelote en 1973 lors du deuxième et dernier conflit auquel participera le Kutuzov. En 1970, le navire participera également au plus grand exercice naval en temps de paix de l'histoire, l'opération Océan. Cet exercice visait à démontrer l'étendue et les progrès de la flotte soviétique. 84 navires de surface, 80 sous-marins dont 15 nucléaires et 45 navires auxiliaires participèrent à cet événement. C'est durant cet entraînement que le sous-marin K8 fut perdu en raison de différents problèmes moteurs. L'équipage tenta de sauver le navire, mais après 3 jours, le sous-marin coula, emportant avec lui 52 hommes, soit la moitié de son équipage. On peut se demander comment après 3 jours à la surface, la moitié de l'équipage a pu périr. L'aide ne fut sans doute pas suffisante, sans doute, pour que l'affaire ne soit pas trop ébruitée. Jusqu'en 1987, le navire effectuera encore de nombreux voyages et participera à de nombreuses rencontres avec différents alliés de l'URSS, allant du roi d'Éthiopie au Shah d'Iran jusqu'au président indonésien. Pendant toutes ces années de service, le navire verra également passer de nombreux futurs hauts gradés. En effet, entre 1954 et 1987, pas moins de 17 futurs amiraux serviront à son bord. C'est donc en 1987 que le navire sera transféré dans la réserve de la marine. À cette époque, il est déjà extrêmement vieux avec 33 années de service à son actif, ce qui constitue une très belle carrière, même si celle-ci reste évidemment beaucoup plus politique qu'autre chose. Il sera exclu de la marine en 1992 et désarmé à Sébastopol. Les autorités se demandent alors ce qu'elles vont faire. Créer un musée ou démolir le navire pour récupérer la ferraille. Le choix sera vraisemblablement le dernier. À ce moment, le Kutuzov est le dernier navire de classe Sverdlov encore à flot. Seul le Mourmansk était encore là, mais celui-ci allait être démoli en Inde. Mais il s'échouera avant. En 1994, le destin du croiseur changera du tout au tout. En effet, le présidium du Conseil des anciens combattants du Kutuzov lancera l'initiative de préserver le tout dernier croiseur de la classe Sverdlov, ou projet 68 bis, mettant en avant le fait que le navire était un pur produit de la construction navale soviétique des années 50, ainsi que son caractère unique, non seulement en Russie, mais aussi dans le monde. Les croiseurs, entre guillemets modernes, convertis en navires-musées, étant plutôt rares. Seuls le Belfast et le Colbert figurent sur la liste en 1994, et le Salem les rejoindra un peu plus tard. En 1996, une décision favorable sera prise par l'UNESCO qui décidera d'inclure le Kutuzov parmi les navires devenus musées, alors même que le gouvernement ne le considérait même pas comme tel. Cependant, la décision de le démolir avait déjà été prise. Les anciens combattants du navire décidèrent alors d'interpeller le premier ministre de l'époque, Evgeny Primakov, qui connaissait plutôt bien la flotte. Les vétérans envoyèrent une simple lettre au premier ministre au nom de l'équipage du Kutuzov. Après l'avoir lu, Primakov appela le commandant en chef de la marine et lui ordonna d'annuler la directive de démolition du croiseur et de le convertir en navire-musée. Évidemment, après une telle décision du Premier ministre, aucune action ne pouvait contredire cette directive, et c'est ainsi que le navire put rester à flot. Il fut intégré au musée naval de l'empereur Pierre le Grand, non loin du croiseur blindé Aurora. Il sera officiellement inauguré le 28 juillet 2002 et intégré officiellement à l'état-major en tant que branche du musée naval en 2012. Petite anecdote, tous les ans, le 9 mai, jour de la victoire, le croiseur tire une salve de ses canons pendant le défilé militaire de Novorossiysk. Ainsi se termine de façon plutôt belle l'histoire du croiseur Kutuzov. Ce dernier, comme une bonne partie des canonnières de l'époque, aura eu une carrière qualifiée de politique, tout comme le Jean Bart. Cependant, le Jean Bart ne partagera évidemment pas le destin du Kutuzov. On peut même faire un parallèle toujours aussi frustrant avec notre bon cuirassé français. À l'époque où le Jean Bart fut démoli, la France était le deuxième pays le plus riche du monde et pouvait largement se permettre de garder une telle pièce d'histoire. On pourrait d'ailleurs remplacer le Jean Bart par le Richelieu dans cette réflexion. Dans tous les cas, ces navires avaient combattu pour la France libre ou pour Vichy.
l'un ayant repoussé les Anglais, l'autre ayant résisté aux assauts des Américains. Malheureusement, notre gouvernement préférera quelques morceaux de métal à un pan d'histoire non seulement française, mais aussi européenne, voire mondiale. La comparaison avec le Kutuzov est d'autant plus flagrante que ce dernier fut préservé en tant que navire musée juste après la chute de l'URSS, à une époque où le pays était extrêmement pauvre. Cela n'a pas empêché les Russes de préserver la mémoire du navire et de son équipage, mémoire qui reste intacte encore aujourd'hui. Malheureusement, nous ne pouvons pas visiter le navire pour le moment pour des raisons évidentes. Une fois les Russes boutés hors d'Ukraine, j'espère qu'il sera peut-être possible de visiter cette pièce d'histoire presque unique au monde, témoignant du respect des vétérans pour le navire sur lequel ils ont servi, un respect qui leur aura permis de convaincre le gouvernement d'un pays en pleine chute de protéger son histoire envers et contre tout, là où d'autres semblent bien s'en moquer. C'était l'Argosie, et je vous ai présenté le Mikhail Kutuzov.